C'est Thomas Fradin. Oui. Monsieur Fradin de Besançon, notre collègue, va nous parler de la création d'un programme d'entraînement sur simulateur d'arthroscopie et de mesure de la progression des internes en fonction des performances de chirurgiens seniors, comparer les apprentis et les vieux schnocks. Non, pas les vieux schnocks. Les moniteurs. Il faut bien rigoler un peu. Bonjour à tous. Je remercie l'Académie de me donner l'occasion de présenter. Surtout le travail sur les chirurgiens seniors, il n'y a pas de problème. Ouais, vous verrez qu'ils ne sont pas si vieux que ça d'ailleurs. Ils ne sont pas si vieux que ça. Ils ont encore des neurones qui fonctionnent. Et effectivement, notre travail a porté sur la création d'un programme d'entraînement et l'évaluation de la progression des internes en fonction des performances de chirurgiens seniors. L'HAS a défini en 2012 la simulation médicale comme l'utilisation d'un matériel, de la réalité virtuelle ou d'un patient standardisé pour reproduire des situations ou des environnements dans le but d'enseigner des procédures, des concepts ou des prises de décision. Quand on reprend l'histoire de la médecine, on retrouve les premières simulations pratiques sur médecins au début du XVIIIe siècle avec une sage-femme, Madame Ducoudray, qui avait parcouru la France pour former des sages-femmes et elle avait formé plus de 5000 femmes sur une vingtaine d'années à l'aide de ce simulateur qui est un peu daté. Au XXe siècle, la simulation a connu un essor considérable avec des mannequins qui se sont sophistiqués jusqu'à aboutir aux mannequins actuels de haute fidélité. La simulation répond à plusieurs contraintes. Elle est rentrée dans le DES de chirurgie orthopédique en 2017 et elle répond à des contraintes matérielles de réforme du temps de travail, de diminution d'accès au bloc opératoire pour les internes et elle répond aussi à différents enjeux éthiques, notamment à des aphorismes bien connus et utilisés par les promoteurs de la simulation qui sont jamais la première fois sur le patient et puis mieux se former pour mieux soigner. Il nous semblait intéressant de vouloir standardiser la progression avec la création d'un programme d'entraînement. Notre hypothèse était qu'un entraînement encadré sur un simulateur permettrait d'obtenir des résultats comparables à un chirurgien senior sur la durée d'une année d'internat. Notre objectif était d'évaluer le temps nécessaire à un interne pour obtenir des performances équivalentes sur un simulateur d'arthroscopie de genoux et d'épaule. Nous avons inclus 6 chirurgiens seniors et 18 internes. Le simulateur utilisé était le suivant. Et nous avons créé un programme d'entraînement qui comportait 30 exercices, 11 exercices non anatomiques de base, qui étaient d'abord réalisés avec l'arthroscope dans la main droite, puis l'arthroscope dans la main gauche. S'en suivaient 3 exercices d'exploration anatomique de l'articulation du genou et 5 exercices d'exploration de l'articulation de l'épaule. Le programme a été réalisé à 3 reprises par chaque chirurgien senior. Nous avons recueilli des données métriques, des données de performance et des données de sécurité, notamment la collision avec les tissus mous, la capsule articulaire, l'utilisation des instruments à l'aveugle. Nous avons aussi demandé aux chirurgiens seniors d'évaluer le réalisme de notre simulateur. Les séances de simulation se déroulaient sur la durée d'1 heure avec 2 internes qui s'exerçaient à tour de rôle sous la supervision d'un senior et nous avons comparé les internes en début et en fin de formation. Le groupe des chirurgiens seniors comportait 6 hommes droitiers qui avaient en moyenne 8 ans d'expérience
la proportion de femmes était plus importante chez les juniors et la plupart des participants n'avaient pas d'expérience antérieure sur simulateur. Nous avons réalisé 76 séances de simulation qui représentaient 70 heures d'entraînement. Il fallait en moyenne 3,9 heures pour compléter le programme d'entraînement et nous n'avons pas retrouvé de différence significative entre les internes expérimentés et les internes débutants. Nous nous sommes intéressés à la comparaison des exercices non anatomiques réalisés avec la caméra dans la main droite et dans la main gauche. La différence était significative pour l'un des exercices dans lequel il s'agissait de suivre et palper simultanément une cible mobile. Et il est notable que 72% des internes sont signalés se sentir moins à l'aise avec la caméra dans la main dominante. Notre étude a donc montré qu'il fallait 4 sessions d'1 heure pour obtenir des résultats comparables à hauteur de 80% à ceux d'un chirurgien senior. Ce sont des résultats similaires à ceux qui avaient été mis en évidence en 2017 par l'équipe de Limoges. Il y a quelques limites dans notre étude. Notre simulateur ne fournissait pas de score global qui prenait en compte toutes les données de performance. 83% des chirurgiens seniors étaient des chirurgiens du membre supérieur, ce qui a pu diminuer leur performance sur les exercices du genou et la fréquence des séances de simulation n'était pas standardisée. Nous n'avons pas retrouvé de différence significative entre les internes en début et en fin de cursus. Ce résultat est contraire à la revue systématique publiée par Canon. Cependant, on note dans cette étude que les critères de vitesse étaient dans la plupart des études publiées utilisés comme critères de réussite et nous avions fait le choix de ne pas utiliser la vitesse de réalisation comme un critère de qualité dans notre étude. Ça ne nous a pas semblé pertinent pour la formation des internes. Les exercices les plus difficiles à réaliser appartenaient tous aux exercices non anatomiques. Si ces exercices sont a priori plus simples que les exercices anatomiques, ils se concentrent sur une particularité technique spécifique de l'arthroscopie, à savoir l'orientation, l'utilisation du fort oblique, et il nécessite une bonne coordination œil-main. Le fait que les internes se sentent moins à l'aise avec la caméra dans la main dominante et que cette différence soit significative pour l'un de nos exercices va dans le sens d'une étude qui a été publiée par Pedowitz qui notait que l'ambidextérité permettait de distinguer les experts des novices. La littérature a déjà montré que la création de programmes structurés est une étape indispensable et que les compétences acquises sur des modèles de simulation sont transférables au bloc opératoire. Le réalisme de notre simulateur était jugé assez faible par les chirurgiens seniors. Il est important de noter qu'en 1988, Alessi a publié ce diagramme dans lequel il explique que les
modèles de basse fiabilité sont plus profitables aux étudiants novices et moins aux experts. La durée d'entraînement de notre simulateur était assez faible, puisque en 4 heures, les internes complétaient le programme. Dans une étude récente, il a été montré que pour être pérenne, l'entraînement sur simulateur doit être répété et d'une durée supérieure à 10 heures. Notre programme est destiné à être suivi par un second qui est en cours de création et qui va comporter des exercices thérapeutiques type ménisectomie, ténotomie du biceps, acromioplastie. La simulation en orthopédie la simulation arthroscopique est le seul outil qui a été évalué dans le domaine de l'orthopédie. Notre travail appelle à la création d'un score global qui permettrait d'évaluer les compétences arthroscopiques avec les données des simulateurs. Il nous semble pertinent d'utiliser les données de chirurgiens seniors pour valider la progression des internes et à terme de basculer d'un système de progression basé sur le temps et la validation des semestres à un système de progression structuré qui se baserait sur les compétences. Je vous remercie de votre attention. Merci. Encore une fois, on revient sur la simulation, le développement de la simulation. Vous savez que l'Académie fait sa séance délocalisée il y a 3 semaines à Amiens. C'est un peu aujourd'hui dans les CHU le temple de la simulation, la SimuSanté, qui est une structure complètement dédiée à la simulation dans tous les domaines de l'exercice médical et qui concerne aussi bien les médecins que l'ensemble des personnels de santé et même des patients. Donc le processus de simulation est véritablement maintenant ancré dans tous les apprentissages, qu'ils soient initiaux ou en formation continue. Je crois que c'est très important l'adaptation, voire même l'initiation de nouvelles techniques avant même de les pratiquer chez l'homme, on va les pratiquer en simulation. Professeur Lefranc d'Amiens et Richard Goron font partie de l'Académie. On fait ce type d'initiation de nouvelles techniques sur la chirurgie du rachis à partir de la chirurgie virtuelle sur des robots, avec des robots. Donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. On revient à Thomas Fradin. Thomas, c'est une très bonne communication. Tu as insisté sur la notion de vitesse et en effet, il est extrêmement discutable de fonder la qualité d'un geste opératoire sur la durée de l'intervention en comparant les opérateurs. La vitesse peut conduire à des catastrophes. Oui, c'est vraiment un critère dans la plupart des études qui évaluaient des programmes d'entraînement pour les internes dans la littérature. La vitesse était un critère de réussite et on avait fait le choix avec le docteur Loisel, mon directeur de thèse, de vraiment s'affranchir du temps comme critère de qualité. Elle peut être parallèle à la dextérité, mais elle n'est pas parallèle à la qualité du soin. Tout à fait. Et l'objet de notre travail était de créer un outil à destination des internes en début de cursus. Le message n'était pas de les habituer à vouloir aller vite. Oui, je vais faire un autre commentaire sur la notion de score global et de
de votre désir de vous tourner vers d'autres enseignants ou d'autres équipes qui travaillent sur ces questions. Je vous signale Hervé Tomaso à Rennes, qui travaille énormément sur ces questions, qui est orthopédiste et qui est venu plusieurs fois à l'Académie communiquer sur son expérience et sa démarche d'enseignant. Ce serait peut-être utile que vous vous retourniez vers lui, bien qu'il soit de l'autre côté de l'Hexagone. Oui, oui. Question? Merci. J'ai réglé le problème technique. J'ai peut-être mal écouté. À quel moment vous allez mesurer l'impact de cette progression sur simulateur sur la pratique clinique? Est-ce que vous l'avez présenté? On l'a pas. C'est peut-être votre dernière ligne de conclusion quand vous dites, alors j'ai plus la phrase exacte en tête, mais vous allez avoir un système basé sur les compétences. C'est ça la phrase. Tout à fait. Un système basé sur les compétences. Est-ce que c'est les compétences cliniques, on en a parlé, ou c'est les compétences toujours sur le simulateur? Alors, ça s'intègre dans la formalisation du cursus des internes dans le service, et effectivement, la participation à des séances de simulation fait partie des objectifs des internes en phase socle dans le service depuis. D'accord. Est-ce que vous aurez les moyens de mesurer l'impact de la pratique de la simulation, son intensité, comme vous l'avez déjà présenté, sur la réalité pratique? C'est-à-dire, bon, évidemment, il peut y avoir des questions entre guillemets d'adresse entre les individus, j'y crois pas trop, mais ça, il faut le mesurer quand même, puisque c'est l'objectif, c'est qu'ils arrivent à leur première arthroscopie ou mieux formés que ceux qui n'avaient pas pu bénéficier de ce type de simulation. Y a-t-il un moyen pour vous, ou dans le programme, est-ce que c'est prévu de le mesurer? Dans notre programme, on n'avait pas prévu ça. Ça a déjà été évalué dans la littérature, beaucoup par les chirurgiens digestifs sur des procédures laparoscopiques. Dans la discussion, on en parle un petit peu sur le fait que la transférabilité des compétences acquises sur simulateur a déjà été évaluée dans la littérature. On s'est basé sur ces études-là, mais on ne l'a pas fait dans notre service, dans notre travail. Dans ces études sur la simulation, est-ce qu'on tient compte de l'environnement, c'est-à-dire parce que quand vous repassez votre permis de conduire, on vous fait faire des tests pour savoir si vous n'êtes pas fou, et donc on vous demande d'appuyer sur les boutons rouges ouverts, hein. Mais en fait, les différences sont très importantes quand vous êtes concentré ou quand on vous parle, ou quand votre attention peut être attirée par quelque chose d'autre. Est-ce que dans les études sur la simulation, on étudie ça? Parce que les blocs opératoires, ils ne sont pas toujours pas spécifiquement. Après, j'ai plus la référence exacte en tête, mais il y a des études qui ont été publiées sur la corrélation entre, par exemple, la survenue d'événements indésirables au bloc opératoire et le bruit ambiant, le fait qu'il y ait de la musique et le niveau sonore au bloc opératoire. Ça, c'est des choses qui ont été évaluées. C'est vrai qu'on ne l'a pas fait dans le service. Sur la simulation en arthroscopie, je crois que c'est une équipe, c'est peut-être Nancy, qui a évalué les internes sur un simulateur en fonction de leur dette de sommeil, et en montrant que les performances en sortie de garde étaient significativement moins bonnes. Chers collègues, Ophtalmo qui reprend la parole. Un petit commentaire pour faire écho à tout ce qui a été dit. Donc, l'étude présentée par Thomas Fradin, c'est une étude de validité, et il manque une étude d'efficacité. Mais toujours, lorsqu'il y a un nouveau simulateur, notamment en réalité virtuelle, il faut commencer par ce qui a été fait, la validité, pour ensuite voir si cette efficacité en salle de simulation est transposée dans le bénéfice du patient. Nous, on a une expérience dans le monde de l'ophtalmo d'une dizaine d'années avec les simulateurs à réalité virtuelle. La nouvelle maquette de l'internat 2017 permet maintenant systématiquement, avec les parcs de simulateurs, d'entraîner les internes. Taux de complications en salle d'op diminué de 50%. C'est complètement révolutionnaire, comme on est en train de le dire. Ce qui est arrivé avec la diminution des temps de vacation, le Covid, le moindre apprentissage au bloc opératoire a été en partie, heureusement, compensé par ces
progrès techniques en matière de simulation. Donc, toute complication PEROP, moins 50%. Il y a une réelle valeur ajoutée pour le patient. Je suis certain que ça sera la même chose dans les autres disciplines. Et puis, pour répondre à ce que vous avez décrit, c'est-à-dire la charge cognitive au bloc opératoire, oui, il serait extrêmement intéressant de brancher des électrodes parasympathiques sur l'apprenant qui est en train de faire des techniques plus ou moins compliquées de simulation et de montrer qu'effectivement ce qu'on appelle stress de façon vulgaire au bloc opératoire, charge cognitive de façon scientifique, a un impact sur la capacité de performance d'un geste chirurgical. Donc ça, c'est des domaines de l'éducation chirurgicale qui sont passionnants, qui méritent d'être explorés dans toutes les disciplines chirurgicales. Alors, ce qu'on peut apprendre avec l'école, c'est le fait que ces séances de simulation sont filmées et sont débriefées après chaque séance. Le travail est débriefé par le tuteur qui analyse les erreurs qui ont été faites, mais aussi par les apprenants du même niveau que celui qui manipule. Et ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on apprend en aéronautique. S'il n'y a pas d'entraînement et d'obligation et de mesure de la performance, on sait qu'on fait joujou, mais on ne travaille pas. Donc, il faut se structurer l'organisation des séances sur le plan pédagogique, avec en particulier cette capacité de filmer, de débriefer, c'est-à-dire toujours un temps pendant, après. Et à chaque fois, on voit la pertinence des étudiants qui disent « Ah, putain, t'es déconné, là, ça va pas, c'est pas ça que tu devais faire ». Et donc ça, c'est vraiment très, très formateur. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, on n'avait pas les moyens matériels de filmer comme ça, notre simulation. En revanche, c'est pour ça qu'on avait conçu des groupes de 3 avec un enseignant, un étudiant actif et un étudiant qui regardait son collègue travailler, ce qui permettait d'entendre différemment les remarques qui étaient faites par l'enseignant et d'apprendre des erreurs du collègue qui était en train de s'entraîner. Alors, juste un petit commentaire qui revient à Léa. Pardon, merci en tout cas pour votre intervention. Comme vous savez, on est suivi par les séances de l'académie, qui sont très suivies à distance. Et on a un ophtalmologue qui fait partie de notre compagnie, qui s'appelle Hudson Nakamura, qui a remarqué la communication de l'équipe d'ophtalmo sur le fait que la communication, c'est très important. Des questions demandées par le patient, le chirurgien doit répondre. Je parle un petit peu le français. Dans la chirurgie de la rétine, par exemple, il faut beaucoup plus accompagner le patient parce qu'en général, ces interventions sont plus compliquées. Et donc, vous voyez, c'est bien de voir que l'Académie a une porte ouverte sur le monde entier, en particulier sur le Brésil aujourd'hui. Mais je crois qu'on peut terminer notre séance dédiée à la recherche chirurgicale aujourd'hui. Et bravo à tous ceux qui ont contribué, ceux qui sont partis, ceux qui ont suivi ça à distance. Et donc, ça va être le moment solennel de dire quels sont les candidats qui ont mérité de recevoir les prix qui sont décernés cette année.